Donc, je vais passer d'abord la parole à Maya Makache-Beauvalet, qui est professeure à Télécom Paris Tech. Je donne la parole directement. Merci Maya d'être là. Merci de l'invitation. Daniel Cohen a fait rentrer l'économie à l'école normale. Et je crois que ce faisant, il a transformé définitivement et l'école normale et la science économique. Quand on rentrait à l'école, on rêvait de comprendre le monde. Aussi, certainement, de refaire le monde. Et deux voies royales nous étaient ouvertes alors, la philosophie, bien sûr, et les mathématiques. Moi, ce que je voulais faire, c'est de la littérature anglaise, donc Virginia Woolf, peut-être. Mais la seule chose qui me rapprochait de l'économie à l'époque, c'était éventuellement de retraduire la théorie générale de Keynes, tellement la version lue en Cagne me semblait, disons, perfectible. Mais vraiment, l'économie, cette matière qui me semblait alors appliquée, qui menait au mieux à des carrières très rentables dans la finance, ou au pire à schématiser les sentiments humains pourtant si complexes, vraiment pas. Et puis, on arrivait un peu par hasard à la réunion de rentrée du département de sciences sociales, organisée par Daniel, et là, la magie opérait. Une seule réunion de rentrée suffisait et nous en sortions définitivement économistes. Dans mon cas, Daniel m'avait expliqué comment Gary Becker avait réussi à faire que son une amie, avait trouvé enfin l'amour grâce à la théorie du mariage, en l'occurrence mariage asymétrique avec facteur de production substituable. Et ça avait suffi, parce que clairement plus efficace que la littérature anglaise pour comprendre les sentiments. Nous étions la deuxième génération d'élèves de Daniel, Romain, Stéphane et moi, la deuxième de 32 promotions. Daniel apportait, je crois, la lumière à nos regards fatigués et obscurcis de la prépa. Il nous donnait à voir à la fois nos capacités, nous redonner confiance, et également nous donner à voir le sens. L'économie n'était donc plus une sous-discipline appliquée, elle devenait la matière reine, je dirais même impérialiste, qui allait puiser, on l'a dit, dans toutes les disciplines. L'histoire, la sociologie, la philosophie, la littérature, la physique, même la biologie, et bien sûr les maths. Et tout ça pour donner de la logique et de la cohérence à tout. Soudain, tout prenait du sens, tout devenait possible, tout devenait imaginable avec lui. Grâce à lui, mais aussi grâce à nous. Car c'était sa force, je crois. Il ne s'agissait pas simplement de nous montrer un numéro de magie, il nous a transformés en démiurges. Il nous a donné le monde pour le comprendre et le recréer. Seule une très grande intelligence est capable d'insuffler un sens logique aux idées insensées. C'est une phrase de Kundera, on l'a dit. Kundera est mort le 11 juillet, 40 jours avant Daniel, et je crois qu'il en était très attristé. Daniel avait cette très grande intelligence capable d'insuffler un sens logique aux idées insensées. Pour moi, Daniel n'était pas un vulgarisateur. Il ne simplifiait pas seulement des idées complexes. Je crois au contraire qu'il enrichissait les idées simples. Daniel n'était pas un professeur au sens de passeur d'idées ou de transmetteur. Il ne transmettait pas. Il permettait d'accoucher les idées qu'on avait. Daniel n'était pas le maître à penser d'un courant d'idées ou d'une école. Au contraire, il ne tenait à aucune doctrine en particulier si le débat parvenait à le convaincre du contraire. Daniel, en revanche, a créé une méthode, une manière, une patte pour faire de la science économique. Méthode dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Quelle est cette méthode ? Le questionnement, je crois, d'abord et toujours. Le débat, la contradiction, la curiosité, la contradiction par les faits, par d'autres théories, par des anecdotes, le débat toujours. Je me souviens d'être venue dans son bureau me plaindre un peu de l'aridité de certains enseignements en économie. Et il avait inventé alors de nous retrouver les lundis soirs, après les cours, au café, pour débattre de l'actualité. Et ces rencontres sont devenues le séminaire d'économie pratique qui, je crois, a été la marque des enseignements du département. Débattre de l'actualité, bien sûr, grâce à la compréhension des mécanismes économiques. Ensuite, on l'a dit, la pluridisciplinarité. Pas comme un totem, comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais vraiment pour mieux comprendre. Et je me souviens également, au département SES, on avait voulu trouver des objets communs entre la sociologie et la science économique avec Christian Baudelot, et on avait trouvé l'objet commun qui était les inégalités. Et là, je crois que Daniel avait donné toute sa force d'argumentation et de débat pour porter la contradiction à Marx et à Bourdieu.
Et il a fini par nous envoyer à Bercy, au Trésor, tester la théorie goffmanienne du stigmate appliquée au chômage. Donc, débat, pluridisciplinarité, et je crois le troisième élément, c'est l'utilité sociale. Il fallait toujours se demander, et alors, on fait quoi? Ça sert à quoi? Comment on améliore les choses? Comment on améliore le monde? Là aussi, je crois que je me souviens qu'une fois enseignante au département, je n'ai pas refait 2 fois de suite le même cours, tellement il fallait s'adapter à l'actualité économique pour toujours répondre aux étudiants sur l'intérêt et la curiosité de l'actualité économique. Quand Daniel arrive à l'ENS, en 92, je crois, il est le seul économiste du département SES, avec Pierre-Cyril Haucker, qui je crois est parmi nous, qui faisait un cours d'histoire économique, donc dans un département dirigé par Christian Baudelot, alors donc en sciences économiques et sociales. Et on était 3 élèves. Pendant ma scolarité en 4 ans, je l'ai vu construire ce qui est progressivement devenu la formation en sciences économiques, et attirer de plus en plus d'élèves en économie et devenir, je crois, la marque en fait de l'ENS, de l'arrêt d'Ulm et puis du boulevard Jourdan. Je l'ai vu aussi construire ce que deviendra le département d'économie. Il me recrute en 97, pile à ma sortie de l'école. J'en partirai 10 ans plus tard, parce qu'il faut bien quitter sa maison. Notez que je ne suis jamais partie bien loin, ni bien longtemps. Tout était prétexte à revenir, retrouver l'énergie, retrouver des idées, des contradictions, reboire à la source. Seul lui était capable de dire « c'est génial », comme de dire « non, n'importe quoi ». De la même manière, un élève de première année ou aux plus grands économistes ici. Et on avait tissé ensuite au CEPREMAP nos débats, parfois houleux, toujours bienveillants, toujours énergiques, toujours complices. 40 jours que Daniel est parti. Et maintenant ? Comment faire pour faire court sans entendre sa voix ? Car je crois que tous ces élèves et collègues ont un peu tenté de l'imiter dans l'espoir vague qu'avec la voix viendrait l'inspiration. Comment conclure une recherche, sinon en se précipitant pour la lui présenter ? Daniel ne voulait vraiment pas parler de la suite. Il détestait parler de sa retraite, de son départ, de son héritage. Il nous a tout expliqué, sauf comment faire après. Et pourtant, quand j'ai lu tous les témoignages, et puis depuis ce matin, quand j'ai écouté nos échanges, il m'est apparu ce paradoxe un peu fou, qu'avec une toute petite poignée d'élèves à l'école normale, Daniel avait définitivement transformé les sciences économiques en France, et peut-être, comme le disait Olivier, dans le monde. Il a laissé tellement de pépites. Ses élèves sont partout dans la recherche, les secteurs économiques, la politique. Et ce faisant, peut-être après lui, le chemin sera plus facile, tracé. Il nous a légué sa manière, son exigence, son enthousiasme, ça a été dit, son humour, à nous maintenant de porter cet héritage. Et je voudrais finir avec ces paroles qu'écrivait René Char en l'hommage à Camus. « Il n'y a plus de ligne droite ni de route éclairée avec un être qui nous a quittés. Avec celui que nous aimons, nous avons cessé de parler. Et ce n'est pas le silence. » Merci Maya. J'ai passé la parole à Benoît Curé, président d'autorité de la concurrence et président du CEPREMAP. Benoît, merci. Merci Jean-Olivier et bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire le mélange d'émotion et de joie. Je crois que je peux employer ce mot à être ici aujourd'hui. Émotion qui nous étreint tous, y compris à travers le symbole un peu terrible qui est de parler de Daniel autour d'une chaise vide. Et joie parce que tout ce qu'on a entendu depuis ce matin est joyeux et positif. Et cette réunion réussit une sorte d'exploit qui est que tout le monde dit la même chose finalement. On dit tous la même chose. De manière différente, illustrée par des épisodes différents de notre vie qui nous ont mis au contact de Daniel. Et il s'en dégage un tableau qui évolue au cours de la journée. Donc c'est un peu la cathédrale de Rouen par Monet, si vous voulez. C'est la même chose, mais c'est à chaque fois une joie parce que c'est différent. Donc voilà, je me réjouis d'être ici. Pour parler de ce que Daniel m'a apporté, de ce qu'on a fait ensemble, je voudrais parler de 2 choses brièvement. D'abord du CEPREMAP, comme Jean-Olivier m'y invite, et ensuite un tout petit peu de dette souveraine, qui a déjà été discuté aujourd'hui, mais sous un angle un peu pratique. D'abord le CEPREMAP, donc un soir de 2012, je crois, Daniel m'appelle en disant « il faut que tu m'aides ». Donc la réponse était « d'accord, mais sur quoi ?» Et il me dit, voilà, il
faut un nouveau président au CEPREMAP, il faut que tu m'aides. Alors, je lui dis, mais ça consiste en quoi? Alors il me dit, je fais tout, en gros, je vais m'occuper de tout, puisque je suis le directeur, mais il faut que tu m'aides à protéger le CEPREMAP. Et c'est ce qu'on a fait ensemble pendant 8 ans. Et j'ai découvert cette institution qui est quasiment pas connue du grand public, pas connue des politiques, très bien connue du monde des économistes, parce que le CEPREMAP a une histoire ancienne et glorieuse sur la place de Paris, en économie quantitative, en économétrie. Qui fait exactement ce qui incarne le projet et les qualités de Daniel, c'est-à-dire qui réunit. C'est une plateforme qui réunit des économistes, qui permet à des économistes de réaliser des projets qui soient d'ailleurs payés par le CEPREMAP ou pas. Donc c'est un endroit où on se rassemble, qui rassemble des économistes. Et c'est aussi un endroit où on produit ce que j'appellerais vraiment des biens publics mondiaux, c'est-à-dire notamment le modèle, le logiciel Dinar, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais qui sert à faire tourner les modèles d'équilibre général stochastique calculable, et notamment une série de modèles utilisés par la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, le FMI. Il y a d'autres modèles, bien sûr, mais les modèles DSGE sont au cœur du débat de politique économique. Le noyau, le moteur des moteurs DSGE partout dans le monde, c'est Dinar et c'est le CEPREMAP. Et je pourrais parler de DBnomics, je pourrais parler de l'Observatoire du bien-être et de toutes sortes d'autres projets qui consistent à distribuer des biens publics. Et j'ai vu Daniel à l'œuvre avec tout ce qui a été décrit depuis ce matin, c'est-à-dire un mélange de vision, de créativité, disruptive parfois, comme ça a été dit. Peut-être une qualité qui a été peu évoquée, qui est que Daniel pouvait aussi être vous voyez, j'emploie le présent, vraiment, pouvait aussi être un bureaucrate redoutable quand il voulait. Ça n'a pas été dit, mais pour défendre le CEPREMAP, son budget, sa place, pour réaliser cet équilibre très subtil, pour bien positionner cette institution dans un paysage universitaire qui est compliqué et parfois impitoyable. Comme le gouverneur le sait, Napoléon disait, en 1806, je crois, Napoléon disait je veux que la Banque de France soit dans les mains du gouvernement, mais qu'elle n'y soit pas trop. Et donc le CEPREMAP est dans les mains de PSE et de l'École normale supérieure, mais il n'y est pas trop. Voilà. Et c'est ce à quoi Daniel a été attentif de manière très très précise dans tous les réglages, et je l'ai aidé à le faire quand j'ai pu. Et donc j'en profite pour saluer vraiment le talent et la créativité de tous les membres du CEPREMAP qui sont dans cette salle. Alors, sur la dette souveraine, ça a été déjà évoqué, la passion de Daniel pour ces sujets, y compris au plan académique, d'ailleurs, dans ses premières publications. Moi, j'ai été amené à parler de ces sujets avec Daniel à 2 occasions distinctes. D'abord, quand j'étais coprésident du Club de Paris, donc en 2007 à 2009, où donc on négociait des restructurations de dette avec un certain nombre de pays. J'ai toujours toujours trouvé en Daniel une sorte de partenaire de ping-pong. C'est plutôt lui qui allait me chercher en me disant mais qu'est-ce que vous faites là, ça n'a aucun sens ce que vous faites avec ce pays, c'est ridicule. Et qui permettait de pousser à fond la discussion sur nécessairement sur ce qu'on allait faire, mais sur ce qu'on devait faire. Et là, Daniel déployait ce qui est, je crois, la qualité des grands économistes appliqués, c'est-à-dire aller dans le détail, mais commencer toujours par les principes, par les first principles. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Et ensuite, on regarde les contraintes les unes après les autres, et on va arriver à quelque chose qui est assez différent, mais on est parti. On s'est toujours demandé au début ce qu'il fallait faire, ce qui était dans l'intérêt, en l'occurrence, de ce pays ou de la communauté internationale, s'il y avait des effets de bord, de précédents, etc. Et ce dialogue était incroyablement fructueux, et puis il m'a aidé à apprendre à décrypter la littérature académique sur ces sujets, qui est importante et compliquée. C'est des modèles qui sont compliqués, les modèles de dette souveraine. C'est pas simple à appréhender, et c'était un dialogue dans lequel j'ai énormément appris. Et puis on a rebondi
redit en 2015 sur les mêmes sujets dans un climat beaucoup plus dramatique qui est celui de la crise grecque, où alors Daniel était d'une certaine manière en face de moi, puisque auprès de Lazare, il conseillait le gouvernement grec, la Banque Centrale Européenne, où j'étais négocié avec le gouvernement grec au sein de la Troïka, et donc on n'était souvent pas d'accord avec le gouvernement grec, notamment avec Monsieur Tsipras et Monsieur Varoufakis, on était souvent vraiment pas d'accord. Là encore, c'était une discussion incroyablement fructueuse, toujours respectueuse des intérêts de part et d'autre, et qui était jamais trouble ou intéressé. Et où là encore, Daniel revenait au principe et avec des solutions qui pouvaient être disruptives. Et je me souviens de longues discussions avec lui sur une idée qui était très simple, qui était de dire la Banque Centrale Européenne possède tout un portefeuille de titres émis par la Grèce. Ça la met d'une certaine manière en conflit d'intérêts, puisqu'elle est à la fois la Banque Centrale de la Grèce et créancière de la Grèce, qui est un conflit d'intérêts. Et donc, pourquoi ne pas organiser un swap entre la Banque Centrale Européenne et le mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire les gouvernements de la zone euro, pour que la zone euro se débarrasse de ses titres grecs et soit libérée de ce conflit et puisse se consacrer à être la Banque Centrale de la Grèce, ce qu'elle est également. Idée qui était un peu folle, que Daniel a beaucoup soutenu, il m'a convaincu, il a convaincu Mario Draghi, et les gouvernements de la zone euro n'ont pas voulu le faire parce que, évidemment, ils étaient bien contents de laisser ces problèmes-là à la Banque centrale. Donc ça s'est pas fait, mais c'était une discussion passionnante et qui là encore montre qu'à partir d'un objectif de first principles, on arrivait à quelque chose de très concret. Et donc je conclus là-dessus. Ce qui moi le souvenir que parmi tout ce qui a été dit, le souvenir que je garde de Daniel, c'est aussi celui de quelqu'un qui savait faire tout le trajet entre la vision, le conceptuel et la solution pratique. Antonio Gramsci parlait, comme on le sait tous, du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la volonté. Je crois que Daniel avait l'optimisme de la volonté et aussi l'optimisme de l'intelligence. Merci Benoît. Si tu le permets, Philippe, je vais donner la parole à Alexandra, d'abord, vous voulez, professeure à l'INSEAD, une forme... Alexandra, je t'en prie, merci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir être ici, apporter une petite pierre à cette cathédrale de Rouen, comme tu disais, Benoît. Ah, pardon. C'est mieux comme ça ? Ouais. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir apporter ma petite pierre à cet édifice. Je suis aussi une ancienne élève de Daniel. Je l'ai rencontré quand je suis arrivée à l'ENS. J'ai été après son étudiante en master, APE. Ça a chargé de TD dans son cours de macro. Je ne vais pas redire ce qui a été vraiment parfaitement dit par Maya, par Pascaline ce matin. Je fais partie de cette génération d'économistes aussi très bien décrite par Camille Landé dans son article dans Le Monde au moment du décès de Daniel. Je vais juste... apporter une toute petite, un tout petit ajout et puis parler surtout de mes échanges avec lui l'an dernier à l'Élysée et à Matignon. Donc le petit ajout en tant qu'élève, c'est que ça a été beaucoup dit. Daniel a initié à l'économie, vraiment beaucoup de chercheurs et d'économistes actuels. Mais ce que moi j'ai particulièrement apprécié quand j'étais à l'ENS, c'était sa très grande ouverture à toutes sortes de carrières. Donc je suis finalement devenue économiste, mais j'ai longtemps hésité à faire de la finance ou à travailler dans la haute fonction publique. Et quel que soit la discussion qu'on pouvait avoir avec lui, il était toujours avec un conseil constructif, bienveillant, intelligent, sur tout un tas de sujets. Et c'est d'ailleurs, ça se voit dans les multiples carrières qu'il a pu avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très propre à lui et que j'ai toujours beaucoup admiré chez lui. Donc, pour en venir peut-être à la spécificité de mon témoignage, donc j'ai vu pas mal Daniel l'an dernier dans le cadre de mes fonctions au cabinet du président. Donc d'abord, bien sûr, pour parler de PSE et du CEPREMAP. Donc tout le monde connaît l'enthousiasme de Daniel, mais l'enthousiasme de Daniel, quand il parle aux politiques de PSE ou du CEPREMAP, c'est vraiment c'est inimaginable en fait.
Et donc à l'enterrement de Daniel, Bruno Le Maire a évoqué sa rencontre avec Daniel, je pense à l'époque où il devait être directeur de cabinet à Matignon et où Daniel avait dû donc venir lui parler de PSE. Il a rappelé à quel point cette rencontre avait été marquante. Et en fait, c'est évident. Une fois que, enfin, il avait vraiment, c'était vraiment Daniel puissance 1000 quand il venait à essayer de défendre l'avenir de PSE, du CEPREMAP. Et donc, même si je suis plus en fonction, je veillerai à ce que ces dernières volontés, notamment concernant le CEPREMAP, soient respectées. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel j'ai travaillé avec Daniel l'an dernier, c'était donc dans le cadre de la préparation du sommet de juin pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu en juin. Daniel devait dîner avec le président fin mars à ce sujet. Je me rappelle très bien un mercredi matin où en fait il m'a appelé pour me dire qu'il venait d'être hospitalisé et que donc il ne pourrait pas participer au dîner. J'avais dîné avec lui par hasard la veille, le mardi soir, avec plusieurs personnes qui sont présentes ici. Et donc, je tombais vraiment de ma chaise, puisque je l'avais vu la veille, avec vraiment plein de vie, toujours aussi éclatant, lumineux. Donc, c'était totalement... il y avait une contradiction très, très, très difficile à imaginer. On l'a bien sûr tenu au courant tout du long. Sur ce sujet. Et puis, bien sûr, pour parler aussi politique économique, donc la réforme des retraites qui a été évoquée ce matin par Gilles Finkelstein, également sa proposition de mettre Gérard Larcher comme Premier ministre. Il m'a je pense que j'ai dû déjeuner avec lui le lendemain de ce dîner, puisqu'il m'en a également fait part. Et ce qui est particulièrement appréciable chez Daniel, et ça s'est vu à travers tous les témoignages qui ont eu lieu depuis son décès, c'est que vraiment par-delà les clivages politiques, les querelles de chapelle, il était toujours constructif, bienveillant. On a eu vraiment beaucoup de discussions. Je me rappelle encore de lui rue de l'Élysée, me parlant justement du président, de sa politique économique, de la psychologie du président, etc. Avec toujours cette même intelligence c'était vraiment extrêmement, extrêmement précieux pour moi et bien sûr pour nous tous. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est Alexandra et donc Philippe Martin, professeur à Sciences Po. Oui, merci Jean-Olivier. Bon, donc évidemment, je suis extrêmement ému et en venant ici à cette journée sur mon vélo, je me disais en fait, je n'arrive pas à imaginer que je vais plus avoir ces discussions avec Daniel. Je crois que, on est très nombreux à pas réaliser en fait à ce stade que ces discussions, on va plus les avoir. Peut-être d'ailleurs, c'est un des objectifs ou une des utilités de cette journée, peut-être de commencer notre deuil aujourd'hui. Pour moi, c'est encore très difficile à imaginer que ces conversations, on ne va pas les avoir. Alors ces conversations, moi je les ai commencées il y a longtemps, quand j'étais étudiant, un jeune étudiant. J'étais assez intimidé, évidemment, face à Daniel. Mais comme vous le savez tous, et c'est une des choses que Daniel nous a laissées et qu'il faut qu'on garde en héritage, c'est que on était intimidés, mais très rapidement, en fait, la bienveillance de Daniel était tellement énorme que... En fait, on se lançait, on discutait et je pense qu'il a été très en avance aussi sur la manière dont on interagit entre les économistes. Au sens où, pendant longtemps, alors les plus jeunes peut-être n'ont pas vu ça, mais les séminaires en économie étaient une certaine agressivité, où les critiques étaient très dures. Daniel n'était pas comme ça. Daniel, pendant les séminaires, moi je l'ai vu pendant des présentations de séminaires que j'ai faits, ce qu'il allait chercher, ce qui l'intéressait, c'était pas le défaut du papier, c'était la pépite du papier de recherche, du modèle qui était parfois difficile à comprendre, que parfois même les auteurs n'avaient pas vu. C'est-à-dire que ce que Daniel découvrait, c'était vraiment le petit diamant, la petite pépite, et c'est ça qui l'intéressait. C'était pas du tout le défaut, le fait qu'il y avait quelque chose qui marchait peut-être pas très bien. Donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et de ce point de vue, d'ailleurs, on a eu ce débat entre les économistes sur le fait que quand même, beaucoup de séminaires étaient trop agressifs. Et je pense que Daniel était vraiment en avance sur cette bienveillance qui était utile pour les jeunes économistes. Et je pense qu'il a énormément apporté de ce point de vue.
Moi, ce qui m'a frappé aussi, et c'était vraiment très clair dans ces interactions avec les jeunes chercheurs, c'est aussi, et ça a été le cas d'ailleurs au Conseil d'analyse économique, à la fois quand il était membre, et puis il a aussi contribué, quand j'étais président du Conseil d'analyse économique, à une note sur le Covid, c'est à quel point son intelligence, dont on sait à quel point elle était extraordinaire, à quel point cette intelligence, il n'y avait pas de droit de propriété intellectuelle sur ses idées. Ça ne l'intéressait pas. Il avançait des idées, et ces idées, qu'elles soient reprises par des jeunes chercheurs, par d'autres, c'était... Au contraire, c'était ça le succès. Donc il n'y avait pas du tout cette question qui est souvent présente quand même parmi les académiques de à qui appartient cette idée. Ça ne l'intéressait pas du tout. Ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait de la diffusion, de la contagion, et c'est ça qui l'intéressait. Et de ce point de vue, et ça a été rappelé, à quel point il a formé, il a généré une communauté intellectuelle, mais pas simplement une communauté intellectuelle, aussi une communauté justement de cette manière de réfléchir et de produire des idées ensemble. Et évidemment, ça a été PSE, le CEPREMAP et aussi l'IPP dans une certaine mesure. Donc voilà, ça c'est le premier message que je voulais porter. Le deuxième message, c'est un message aussi peut-être plus politique, et c'est en lien un petit peu avec ce que tu disais, Alexandra. Alors le lien, enfin l'interaction de Daniel avec les politiques était, en fait, je pense, pas mal plein de contradictions. C'est-à-dire que Daniel vous disait on exagère l'impact des économistes sur les politiques. En fait, on n'a aucune influence sur les politiques. Et en même temps, Daniel était le premier à avoir beaucoup de discussions avec les politiques, et il était très bienveillant là encore, en fait très ouvert, puisque tout l'arc républicain, il était très prêt à discuter avec le politique. Donc je pense qu'il y avait un peu une contradiction. Je pense qu'en fait, ce qu'il avait en tête, et ses livres ont été très importants de ce point de vue, c'est que l'influence des économistes sur les politiques à court terme, à mon avis, est surestimée, et c'est ça qu'il avait en tête, mais l'influence à long terme des idées, de ses livres, de ses concepts. En revanche, je pense qu'il considérait qu'elle était importante, et qu'elle était importante évidemment dans le débat public. Un point aussi politique, c'est que donc Daniel était évidemment de gauche. Moi, j'ai en tête quand même une certaine tristesse de Daniel sur les dernières années, que j'ai vues dans un certain nombre de discussions que j'ai eues avec lui sur cette question politique, parce que clairement, Daniel se disait orphelin, comme peut-être un certain nombre d'entre nous ici, orphelin politique, au sens où il ne se retrouvait pas dans la politique économique, sociale et le positionnement politique même de Emmanuel Macron. Et il ne se retrouvait pas non plus dans une partie de la gauche actuelle, soyons très clairs, plus radicale. Et donc je voudrais terminer là-dessus, parce que je pense que Daniel nous a légué certainement aussi un legs politique, au sens où on a besoin de ses réflexions, de son héritage intellectuel, pour aussi réfléchir à une manière de reconstruire la gauche que lui aimait, c'est-à-dire, je ne sais pas si on l'appellerait gauche social-démocrate, mais je pense que ce serait comme ça, en tout cas de la reconstruire et de la réinventer. Évidemment, on est évidemment, nous, orphelins de Daniel, au sens où il va beaucoup nous manquer justement dans cette reconstruction intellectuelle, mais on lui doit certainement d'essayer de faire ce travail intellectuel pour réfléchir à reconstruire intellectuellement, conceptuellement, et pas seulement sur les questions de politique économique, cette gauche qu'il aimait. Voilà, merci.